vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo lecture de 2 livres d'histoire pour enfants, mais ça fait aussi bien pour adultes, de l'édition Quelle Histoire, pas la collection Quelle Histoire, édition unique héritage. Donc j'avais fait un vote dans l'espace communauté entre plusieurs livres et deux sont arrivés ex aequo avec 26% des voix. Il y a quand même eu beaucoup de votants, 293. Et du coup, comme on ne peut pas les départager, je vais faire une vidéo plus longue où je vais vous lire les 2 livres. Je vais mettre un timecode en commentaire de la vidéo si vous êtes intéressé plus par un ou par l'autre plutôt que les deux. Donc nous allons commencer avec Léonard de Vinci, avec une petite mise au point. C'est parti. J'espère que ça va pas trop prier. Ça a l'air d'aller. De Vinci. Un enfant solitaire. Le 15 avril 1452, le petit Léonard naît à Vinci, en Italie, non loin de Florence, qu'on appelle alors la Cité des Arts. Tu l'auras compris, c'est à ce village qu'il doit son nom. Son père, un riche notaire, et sa mère, une simple paysanne, ne sont pas mariés. À l'âge de 5 ans, il rejoint la maison paternelle où il grandit aux côtés de sa belle-mère, qui apprécie beaucoup. Ce que Léonard aime par-dessus tout, c'est se promener et explorer la campagne toscane. Il adore la nature et peut observer et dessiner les fleurs, les arbres, les nuages et les animaux pendant des journées entières. Donc là, c'est entre 1452 et 1467. On peut voir une petite illustration du jeune Léonard qui se balade dans la campagne avec de quoi dessiner. 1469 à 1478, l'atelier de Verrocchio. En 1467, son père l'emmène avec lui à Florence et présente ses dessins à Verrocchio, un artiste renommé. Celui-ci décide de le prendre comme apprenti dans son atelier 2 ans plus tard. Auprès de son maître, le jeune homme apprend la sculpture, le travail du bronze, mais aussi la peinture, et il se montre vite très doué pour peindre les ombres et les lumières. Verrocchio lui demande alors de l'aider à finir son tableau, le baptême du Christ. Léonard, qui doit réaliser un ange, s'applique. On raconte qu'en découvrant le travail de son élève, Verrocchio aurait cassé son pinceau et renoncé à la peinture. Ses premières commandes. Comme apprenti, Léonard améliore sa technique de peinture et réalise ses premiers tableaux. Mais, n'étant pas satisfait du résultat, il met au point un nouveau procédé, le sfumato. Ces personnages sont dessinés sans ligne ni contour et apparaissent comme dans un nuage vaporeux. Pour réussir, il doit superposer
composé des dizaines de très fines couches de peinture. Chaque œuvre nécessite des mois de travail. Ces tableaux sont si beaux que Léonard a de plus en plus de commandes. Mais il est perfectionniste. Il prend du retard, devant même en annuler certaines. En 1478, prêt à voler de ses propres ailes, Léonard quitte l'atelier de Verrocchio. Donc là, c'est entre 1476 et 1478. On continue. 1482 à 1499, chez le duc de Milan. Léonard est maintenant connu dans toute l'Italie. On admire ses talents de peintre, mais aussi ses aptitudes à l'ingénierie, sa deuxième passion. En 1482, il part pour Milan et entre au service du duc Ludovic Sforza, qui lui commande la plus imposante statue de cheval du monde. Pendant 16 ans, Léonard fait des croquis et des modelages en argile de cette œuvre, qui devra mesurer 7 mètres de haut. Mais le projet ne sera jamais achevé. Les soldats français du roi Louis XII envahissent l'Italie en 1499 et pour fondre des canons, le duc donne à son armée les 100 tonnes de bronze qui devaient servir à faire la statue. Bien triste histoire. Un brillant ingénieur, 1499 à 1516. Puis, Léonard enchaîne les collaborations pour les Vénitiens qui le chargent de défendre leur ville d'une attaque navale. Il crée le scaphandre. Pour César Borgia, un seigneur guerrier, il propose des inventions extraordinaires pour gagner les batailles. Un char blindé, un sous-marin et même une mitrailleuse. Mais à l'époque, il n'y a pas de moteur pour les faire fonctionner et ces engins sont jugés farfelus. Pour les Français installés en Italie depuis la prise de Milan, il invente des machines afin d'animer les fêtes données au palais. Mais Léonard n'a pas pour autant oublié la peinture. 1503 à 1519, la Joconde. En effet, Léonard n'a jamais lâché ses pinceaux. C'est à cette période qu'il peint son plus grand chef-d'œuvre, la Joconde. Pour réaliser le portrait de cette jeune femme au sourire mystérieux, il utilise sa fameuse technique du sfumato. Tu sais, les plus grands spécialistes ont encore des difficultés à dater ce tableau qui aurait été peint entre 1503 et 1519. Léonard, toujours à la recherche de la perfection, n'aurait cessé de le retravailler. Ce dont on est sûr, c'est qu'il devait y tenir, car c'est l'un des seuls qu'il a emmené avec lui en France, quand le nouveau roi François Ier l'a invité à séjourner dans son domaine. 1516, départ pour la France, avec une petite illustration avec François Ier. Le roi François Ier, amoureux des arts, est un grand admirateur de Léonard. En décembre 1515, alors qu'il se trouve en Italie, il lui propose de quitter son pays pour rejoindre la cour française. Léonard n'hésite pas une seconde. Depuis quelque temps déjà, il n'est plus la seule célébrité italienne. De nouveaux artistes comme Raphaël ou Michel-Ange sont à la mode et travaillent pour le pape au Vatican. En 1516, Léonard boucle sa valise et traverse les Alpes.
François Ier l'installe au Clos Lucé, une demeure chaleureuse située à Amboise, tout près du château royal. Une belle amitié va naître entre les deux hommes. Je l'ai visité, le Clos Lucé, au château d'Amboise, et franchement c'était génial. Si un jour vous pouvez le faire, je vous le conseille. Ses dernières recherches, 1516 à 1519, au Clos Lucé, Léonard passe des jours heureux. Il consacre tout son temps libre à faire des recherches scientifiques. Lui qui a toujours été très curieux, continue d'observer le monde qui l'entoure, la faune, la flore et même le corps humain. Depuis longtemps, il s'intéresse à l'anatomie. Il a d'ailleurs créé, vers 1490, un dessin devenu célèbre, l'homme de Vitruve, qui montre les proportions idéales du corps humain. Et en s'inspirant de la forme des oiseaux, il perfectionne ces drôles de machines volantes. Quant à la peinture, c'est devenu beaucoup plus difficile, car il est désormais paralysé du bras droit. Mais qu'importe, il finit ses tableaux de la main gauche. Au service de François Ier, même s'il est malade et affaibli, Léonard travaille aussi pour François Ier. Ce dernier le nomme premier peintre, architecte et mécanicien du roi, un poste prestigieux et met de grands moyens à sa disposition pour qu'il puisse créer en toute liberté. L'artiste organise des fêtes somptueuses pour lesquelles il recrée la voûte céleste et imagine l'escalier à double révolution du château de Chambord. Une merveille d'ingéniosité. Il dessine aussi les plans du château de Romorantin, où le roi rêve d'établir sa nouvelle capitale. Mais Léonard ne terminera pas ce projet. Il meurt au Clos Lucé le 2 mai 1519. Depuis 1519, un artiste éternel. Selon les dernières volontés de Léonard, 60 mendiants suivent son cortège. Puis il est enterré dans la chapelle du château d'Amboise. Il lègue ses livres, ses instruments et une partie de son œuvre à son fidèle élève Francesco Meisi. Depuis sa disparition, personne n'a oublié Léonard de Vinci, véritable génie de la Renaissance. Aujourd'hui encore, de nombreuses expositions permettent de contempler les travaux de ce peintre, ingénieur et savant. Exposé au musée du Louvre à Paris, la Joconde est l'œuvre la plus visitée du monde. Peut-être l'as-tu déjà vu. Voilà. Et après on a une frise chronologique, quelques infos, des portraits de personnages liés et quelques petits jeux. Et on continue avec Napoléon, l'enfance corse. Napoléon, francisé en Napoléon, né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse, une petite île tout juste devenue française. Il est le deuxième enfant du couple Bonaparte ou Bonaparte, qui en aura 8 au total. Dès l'âge de 5 ans, il montre le caractère, l'intelligence et la volonté de sa mère Laetitia, qui voit en lui un futur chef. Bien qu'il soit issu de la noblesse, ses parents ne sont pas très riches.
Alors quand son père Charles lui obtient une bourse, il n'hésite pas et envoie le jeune Napoléon, âgé de 9 ans, étudier sur le continent 1769 à 1779. Et maintenant 79 à 85. Le métier des armes. En 1779, Napoléon entre au collège d'Autun, puis à l'école militaire de Brienne, où la discipline et les mathématiques sont au programme. Les premiers mois ne sont pas faciles. Le jeune garçon, qui ne parle que le corse, apprend le français, mais conserve un accent dont ses camarades se moquent souvent. En 1784, il rejoint l'école militaire de Paris, où il montre déjà sa capacité à organiser. Du granit chauffé au volcan, dira de lui un de ses professeurs. Au bout d'un an, il en sort lieutenant en secondant l'artillerie. Son père venant de mourir, il retourne alors en Corse et prend le rôle de chef de famille. Mais il devra bientôt repartir. Les premiers combats, 1789 à 1798. Quand la Révolution éclate, Napoléon prend parti pour la République qui embrase la France et en 1793, il reprend Toulon aux Anglais. Grâce à ses talents de stratège, il est nommé général en chef de l'armée d'Italie et gagne la bataille du pont d'Arcole en 1796. Rien ne semble arrêter le jeune homme qui participe ensuite à la campagne d'Égypte en 1798. Sur le plan militaire, ce n'est pas un franc succès, mais avec les archéologues, les naturalistes et les géographes qui l'ont accompagné, il crée au Caire l'Institut d'Égypte, chargé d'étudier la civilisation des pharaons. Au même moment, en France, les choses bougent. Premier consul, Napoléon rentre à Paris et, profitant d'un pouvoir affaibli, fait un coup d'État les 18 et 19 Brumaire, soit 9 et 10 novembre 1799. Devenu consul, puis premier consul, il met en place des réformes. Il crée des préfectures pour les départements et des mairies pour les communes. Il modifie les institutions judiciaires, transforme le Louvre en un des plus beaux musées et fonde en quelques années 45 lycées. Il distribue aussi des récompenses aux meilleurs soldats et civils, comme la Légion d'honneur, un signe avec une étoile à 5 rayons doubles. Une nouvelle société apparaît, dirigée par un nouveau code de loi. Tout ça entre 1799 et 1804. Le code civil. 1804. Il faut 4 ans à Napoléon pour mener à bien ce projet de code civil, publié en mars 1804. Son but est de fixer les lois pour vivre en bonne société et surtout de les rendre accessibles à tous, car comme tu le sais, nul n'est censé ignorer la loi. Alors de la vie des soldats en campagne aux conditions du divorce, en passant par l'autorité parentale, aucun sujet ne lui échappe. Devenu Code Napoléon en 1807, il s'applique à l'ensemble des territoires conquis. Depuis un certain nombre de pays européens, comme la France, l'ont conservé et adopté. 1804 le sacre. Napoléon, qui veut s'assurer de garder le pouvoir, se fait nommer empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Il est sacré le 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame à Paris.
en présence du pape Pie VII venu de Rome pour l'occasion. Napoléon porte le manteau impérial de velours pourpre, rouge, parsemé d'abeilles d'or. Son emblème, il tient le sceptre et la main de justice, symbole de son rôle de chef. Au moment du sacre, il prend la couronne des mains du pape et la pose lui-même sur sa tête. Puis à son tour, Joséphine, son épouse, est sacrée elle aussi. Une magnifique cérémonie. 1805 à 1812, le conquérant. De telles ambitions effraient les pays européens qui se mobilisent contre l'empereur Napoléon Ier. Même si les Anglais remportent la victoire de Trafalgar, les Russes et les Autrichiens subissent une lourde défaite à Austerlitz et l'Espagne tombe sous le joug des Français. L'empereur est au sommet de sa gloire. La grande armée compte jusqu'à 100 000 cavaliers et des milliers de soldats à pied, surnommés les grognards. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se plaignent souvent. Ils grognent. En 1811, l'Empire est à son apogée, englobant la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, soit 130 départements. La retraite de Russie, 1812 à 1814. La campagne de Russie va marquer le début de la fin pour l'empereur. Pourtant, tout avait bien commencé avec la prise de Moscou en septembre 1812. Mais l'hiver glacial, un incendie et une contre-offensive russe provoquent la retraite des Français. Le passage de la rivière Bérésina en décembre est une catastrophe. L'armée impériale perd près de 200 000 hommes. D'ailleurs, le mot Bérésina passera dans la langue courante pour désigner une déroute. La campagne d'Allemagne de 1813 est elle aussi une vraie catastrophe. La France est envahie et Napoléon Ier, qui doit abdiquer, s'installe à l'île d'Elbe en Méditerranée. C'est alors le retour de la monarchie avec Louis XVIII. Waterloo. Sur l'île d'Elbe, Napoléon gouverne avec quelques ministres et tu t'en doutes prépare son retour. En mars 1815, il se rend à Paris et chasse le roi Louis XVIII. De nouveau à la tête du pays, l'empereur repart en conquête. Mais cette période que l'on appelle les 100 jours se finit mal. Le 18 juin 1815, Napoléon et ses hommes affrontent à Waterloo les Anglais et les Prussiens. La défaite est terrible. Napoléon regagne Paris dans la nuit, abdique une seconde fois et se rend aux Anglais. Cette fois-ci, il est exilé très loin de la France, sur une petite île de l'Atlantique Sud. Sainte-Hélène. Le 14 octobre 1815, après un long voyage en bateau, Napoléon débarque sur l'île de Sainte-Hélène, accompagné d'un certain nombre de ses proches, le général Gourgaud, le général Montholon, son valet de chambre Marchand et le comte Emmanuel de Las Cases. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ce dernier est l'auteur du mémorial de Sainte-Hélène, récit des mémoires de Napoléon. Tous habitent la demeure de Longwood House, encore aujourd'hui propriété du gouvernement français. Napoléon y décède le 5 mai 1821. Sa dépouille est rapatriée en 1840 à Paris
et repose sous le dôme des Invalides, dans un magnifique tombeau que tu peux aller admirer. Voilà donc pour cette lecture sur Léonard de Vinci et Napoléon. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.